Bonsoir, bienvenue à l'Espace Saint-Michel pour cette première, c'est une première au Saint-Michel en tout cas, du film En attendant le carnaval. Et merci donc à Marie-France Aubert qui représente le distributeur JHR Distribution et à Federico Guerra qui va nous dire encore quelques mots je pense. Et également à Stanislas Baudry, qui est l'attaché de presse du film. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rapport entre au-delà des deux films, même sur la situation de ce territoire-là? Certaines critiques des sites de gauche, on va dire, au Brésil. Le film est sorti en salle au Brésil, hein? Oui, il est sorti en salle et après aussi sur Netflix, des choses comme ça, mais il est resté un moment en salle. Je pense que peu après Bacurau ou peu avant, mais c'était plus ou moins le même moment. Et beaucoup de gens ont mis les deux films en comparaison en fait, parce que les deux, bon, c'est la Grèce, l'autre c'est le Sertan, mais ça se rassemble beaucoup, la région. Les deux réalisateurs sont de Pernambuco, etc. Et du coup, chez Bacurau, on a une ville qui est dans un certain sens attaquée, et où les citoyens se rebellent, ils font une sorte de rébellion contre les invaseurs. Mais c'est une fiction. C'est une fiction, c'est génial, il a gagné beaucoup de prix, il y a une grosse polémique, c'est un grand film, mais c'est une fiction. Et là, on a, disons, un documentaire qui ça se passe dans un lieu qui ça pourrait être Bacurau, dans un sens, Toritama pourrait être Bacurau, ou Bacurau pourrait être Toritama. Mais on a l'inverse en fait, on a une adhésion complète, presque complète, sauf des rares exceptions, de la population à la logique où ils sont pris. Donc ça confronte ces deux horizons. La fiction, elle tente de trouver, elle imagine une sortie, mais le documentaire, il montre une situation contraignante. Qui raconte Toritama de son enfance, où il venait avec son père, qui était quand même différent de ce que c'est devenu. Il fait le lien entre une époque où c'était une petite ville tournée vers l'agriculture, l'élevage, etc., et où tout le monde s'est répandu dans une logique d'auto-entrepreneuriat soi-disant libre. Intéressant, c'est que tu commentais là tout de suite, tout à l'heure, qu'il y avait des critiques qui avaient pensé que c'était sa propre ville, tout ça. Ouais. Mais ça, quand tu as dit ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, bon, d'abord, c'est pas sa ville, il visitait, mais en même temps, si on prend attention au début, quand il discute de sa relation avec Toritama, c'était pas non plus une ville où il allait tous les étés, une ville de campagne, c'était un lieu de passage en fait. Et je pense que, c'est-à-dire, il y a en même temps une proximité avec la ville, parce qu'il a ressenti quelque chose quand il était enfant, et quand il a revu ça adulte, mais c'était pas un lieu où il avait une intimité, disons, c'était pas ce lieu où ses grands-parents habitaient, où il allait tous les étés ou tous les hivers, comme parfois on a. Et du coup, je pense que ça lui sert en fait de fil conducteur, parce que c'est certainement une des villes qui a plus changé dans cette région et a changé d'une manière radicale. Et bon, moi j'ai étudié un philosophe qui s'appelle Adorno, et de la philosophie d'Adorno, il insiste beaucoup pour voir la réalité, il faut exagérer en fait. Donc pour montrer peut-être la situation, comment il interprète la situation du Brésil, voilà, il faut trouver un des lieux le plus extrême, le plus exagéré. Et Toritama, c'est certainement un de ces lieux. Dans une critique, un journaliste disait que la voix off était bien pour les gens qui venaient pas du Brésil, et on n'était pas tout à fait d'accord parce qu'il y a un vrai travail de montage, et lui-même disait dans l'entretien que vous pouvez lire dans le dossier de presse qu'il y avait plein d'histoires possibles avec ce film, qu'il a choisi une histoire en particulier et que lui il est une sorte de guide avec cette voix. Enfin, je sais ce que toi tu as envie de me dire là-dessus, mais... Ouais. Bon, ça c'est une critique d'une amie, Claire Aluche, que je pense que ça vaut le coup de lire dans Cahiers de cinéma. J'étais pas d'accord, on a discuté un peu sur Facebook, tout ça. Mais du coup, elle parle de ça, et c'est intéressant qu'elle attire l'attention. Et en même temps, elle m'a attiré l'attention que les autres critiques ne parlent pas, ne critiquent par la voix off. Et pour elle,
c'est intéressant, je pense que c'est parce qu'elle connaît beaucoup, vraiment beaucoup le cinéma brésilien, et donc elle a un rapport très étroit. Et je pense que certaines subtilités, comme par exemple la voix off qui vraiment fait une narration du film, elle trouve dissonant. Mais moi, j'interpréterais sa critique. Elle dit qu'en fait, c'est une explication excessive pour les étrangers, disons, les Français, pour les autres étrangers. Je dirais que la voix off explicative de Marcel Gomes, elle a une explication pour tout le monde, inclus lui-même, inclut les habitants de la ville qui est très aliéné, disons, on a un degré, pour utiliser le vocabulaire marxiste, désolé, mais je viens de cette école, pour utiliser le vocabulaire aliénation du travail, même eux, ils se voient dans une incompréhension, dans une distance par rapport à cette situation de travail excessif qu'ils vivent. Donc du coup, la narration, elle fonctionne, à mon avis, comme une sorte de supplément au film qui essaie de cerner pour le directeur, pour celui qui regarde, et même pour les acteurs, pour les gens de la ville de Toritama, qu'est-ce que une interprétation de qu'est-ce qui se passe. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est en termes de position du cinéaste, de filmer des gens où il arrive avec des a priori aussi de voilà, c'est terrible, c'est le capitalisme, etc., le travail acharné, et en même temps, eux veulent montrer autre chose. Ils ne sont pas du tout dans cette position misérabiliste, et cette voix-là aussi permet de montrer une autodérision aussi avec de ce qu'il apporte, lui, avec son regard de cinéaste, et aussi de remise en cause de son propre regard, et du coup aussi de notre regard de spectateur, de gauche aussi, voilà, et c'est assez intéressant, ça crée des collisions aussi et des subtilités, c'est ce qui fait tout le film aussi, quoi. Je pense que c'est une des critiques que j'ai lues au Brésil. Elle disait qu'une des forces de cette narration et de la manière qu'il a construit, c'est qu'on attend qu'il juge les habitants. À tout moment, il condamne, il dit « ouais, vous êtes bêtes, vous travaillez comme des dingues ». Mais il ne fait pas ça. Vu la situation là-bas, les tensions, les débats politiques, tout ça, s'il aurait donné ce pas et faire un jugement, ça aurait été très bête, je pense. Ça aurait perdu toute la force du film, parce que là, on aurait un point de vue trop subjectif. Et ce qui, je pense, qui est intéressant, c'est que s'il aurait jugé plus explicitement les gens, on n'aurait pas eu cette impression qu'il y a un problème. Une des forces aussi du film, c'était qu'il ne donnait pas toutes les cartes, en fait. Il fallait sortir et se demander, voilà, comment ces jeunes travaillent 12 heures par jour et ils n'arrivent pas à faire un argent de poche pour payer le carnaval. Et on voit que la façon qu'ils voyagent au carnaval, c'est en Pernambouc, donc ils vont en moto, tous dans une même voiture. Donc c'est pas un truc qui vont louer des maisons, des hôtels 5 étoiles avec buvant du vin Bordeaux ou du whisky. C'est des trucs populaires aussi. Parce que ces côtés de carnaval, je pense que c'est emblématique. Disons, je fais la pub de moi-même, que j'ai écrit un article sur ça dans une revue brésilienne qui s'appelle Sinal de Menas. Et bon, c'est une critique sur la ville de Recife, je passe pour plusieurs choses. Mais je finis avec le carnaval et je fais un parallèle entre ce qui devient le carnaval à Recife et ce type de manière de montrer le carnaval comme les sessions minimales, en fait. C'est vraiment, là, le carnaval, c'est vraiment 4 jours. Parce qu'après, on travaille de dimanche à dimanche. Parfois, peut-être un dimanche ou non, mais l'idée qu'on a, c'est que vraiment, on travaille dimanche à dimanche, dimanche à dimanche. Donc, on travaille 360 jours par an et on prend 5 jours de pause. Donc là, c'est vraiment l'exploitation totale fois 10, quoi. De soi-même, c'est ça qui est impressionnant. Parce que ce qu'on voit au film, par exemple, il a une critique commune. Il a une affiche d'un film très connu en France, là dehors, qui s'appelle par exemple Merci Patron ou d'autres films de type. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est qu'on pourrait avoir un système capitaliste d'exploration maximale, sans patron en fait, ou sans les méga milliardaires. Donc cette idée de 99% de Occupy et tout ça, elle reste limitée.
Parce qu'on voit là au moins dans un micro-univers qui n'a pas des... Au moins on ne voit pas, peut-être il y a, mais on ne voit pas des méga riches, des méga propriétaires. On voit il y a des différences, mais elles ne sont pas très larges. Donc je pense que ça aussi, il montre un peu qu'il y a, disons, une démocratie par le bas du travail maximal, qui c'est en fait l'inverse du carnaval.